Or, nous avons le mur de la dette devant nous. La dette n'est pas une abstraction, c'est un poison absolu pour notre pays, pour les générations futures, pour notre capacité à agir. Au groupe démocrate, nous le redirons à chaque fois, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience à la hauteur de l'enjeu. Sur les retraites en particulier, le rapport du Conseil d'orientation des retraites rendu public cette semaine est alarmant. Les dépenses de retraite ont représenté 407 milliards d'euros en 2024, soit 13,9% du PIB, près d'un quart de l'ensemble des dépenses publiques. Le déficit du système est projeté à 2,4% du PIB en 2070. C'est le double de ce que le corps estimait encore l'année dernière. En cause, un taux de fécondité révisé à 1,45 enfants par femme, contre 1,8 dans les hypothèses précédentes. Et si l'on voulait équilibrer ce système par le seul levier de l'âge de départ, il faudrait partir à 67,6 ans en 2070. Alors promettre la retraite à 60 ans dans ce contexte, c'est mentir aux Français. Dans ces conditions, nous nous apprêtions à nous abstenir sur votre texte, Madame la rapporteure. Pas par indifférence aux retraités modestes, mais parce que nous refusons de participer à une forme de mascarade qui consiste à voter des dépenses sans en assumer la responsabilité budgétaire. Le gage fiscal retenu, adossé aux recettes du tabac, est un artifice classique. C'est évidemment les forces de gauche, aussi bien ici qu'au niveau européen, main dans la main, il faut le dire, avec le centre européen et main dans la main, il faut le dire, avec les PPE, j'ai nommé les LR. Les LR qui sont aujourd'hui les principales responsables de l'effondrement de la Syrie en France et en Europe, car ils ont donné un outil industriel à Mittal. Il faut le dire, c'est l'UMP qui a offert sur un plateau l'aciérie européenne et française à Mittal, alors qu'Arcelor était une entreprise rentable. Arcelor était une entreprise innovante. Il n'y avait aucune autre raison à la cession d'Arcelor à Mittal, à part la corruption d'une partie de l'oligarchie française, main dans la main avec l'UMP. Vous l'avez offert et à l'époque, il n'y a qu'un seul parti qui s'était vraiment frontalement opposé à la cession d'Arcelor à Mittal, au capitalisme indien, c'est le Front National à l'époque qui s'était opposé à cette cession. Paradoxe des paradoxes, nous avons un orateur socialiste brillant en l'occurrence, qui condamne l'action de son propre groupe politique et le président de la République des socialistes lui-même, à savoir François Hollande. Alors, collègue Brun, je vous en prie, mettez pour une fois dans votre vie vos actes en rapport avec vos paroles. Changez de siège, allez un tout petit peu plus à gauche si vous l'osez, ou venez peut-être un peu plus à droite. Merci, monsieur. Ensuite, parce que vous restez passif face à la concurrence déloyale chinoise. Oui, monsieur le ministre, vous restez passif. L'Union européenne produit quasiment ce qu'elle consomme en termes d'acier. Or, les importations essentiellement chinoises représentent près d'un tiers de notre consommation. Je crois pouvoir dire que ce paradoxe démontre que nos frontières européennes ne sont pas suffisamment protégées. Autrement dit, ce n'est pas avec le MACF que vous protégerez l'industrie européenne. J'ajoute, monsieur le ministre, qu'on ne sauvera pas la filière sidérurgique française ou européenne sans stimuler la demande, sans déboucher. Or, monsieur le ministre, eh bien, depuis 2017, la demande en France d'acier a chuté de près de 20%. 20%. Autrement dit, il faut réindustrialiser la France, et cela passera notamment en revoyant les politiques d'achat public, mais aussi en revoyant les obligations de composants localisés en Europe, dans les productions sur le sol européen, et pas avec la définition de votre ami monsieur Séjourné, qui inclut des pays tiers comme le Vietnam, Singapour ou la Turquie, qui sont une véritable prime à la délocalisation des industriels français vers ces zones qui n'ont rien d'européen. J'ajoute enfin qu'il faut appliquer le choc de simplification que prône le Rassemblement national, de même que le rétablissement d'un prix français pour de l'énergie pour gagner en compétitivité, et surtout baisser les impôts de production que vous aviez promis de baisser, mais que vous avez préféré sanctuariser. Merci, monsieur Kasbarian. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, sincèrement, au regard de l'état financier et économique du pays, vous devriez plutôt faire preuve de modestie. Je n'arrive pas à croire que vous croyez sincèrement que vous êtes en train de réindustrialiser le pays.
Au mieux, vous lisez une note de McKinsey que vous croyez sincèrement. Au pire, vous mentez éhontément à la représentation nationale. Entre 2017 et 2025, monsieur le ministre, la production manufacturière en France a chuté de presque 7%. 7% de production manufacturière en moins. Vous appelez ça réindustrialiser? L'année dernière, nous avons perdu 20 000 emplois industriels, monsieur le ministre. Vous appelez ça réindustrialiser? Pour la 3e année consécutive, nous risquons de fermer davantage d'usines que nous n'en fermerons, que nous n'en ouvrirons. Vous appelez ça, vous, réindustrialiser la France? Moi, j'appelle ça la désindustrialiser, monsieur le ministre. Et la seule grande réussite que vous mettez en avant, c'est soi-disant que la France serait le pays le plus attractif d'Europe. Alors oui, effectivement, quand on regarde les chiffres que vous avancez, c'est le cas. Mais si on compare à taille économique comparable l'ensemble des pays européens, monsieur le ministre, autrement dit les flux d'investissement étrangers rapportés à notre PIB, nous ne sommes que le 11e pays le plus attractif d'Europe. C'est un bilan pathétique, monsieur le ministre. Pathétique. Vous devriez faire preuve de modestie. Et tant que vous refuserez d'appliquer la priorité nationale, une vraie préférence européenne, on continuera à se désindustrialiser. Le photovoltaïque x4, l'éolien terrestre x2, ils favoriseront davantage l'intermittent au détriment de notre production nucléaire, puisque l'on sait désormais que l'intermittence pousse à moduler nos réacteurs nucléaires, ce qui serait, entre autres, responsable des corrosions sous contrainte qui nous ont mis en difficulté il y a de cela 3 années. J'ajoute enfin que cette PPE, elle coûtera une fortune, et pas seulement sur les factures énergétiques des Français et des entreprises, mais aussi pour le contribuable, puisque sur 10 ans, elle coûtera près de 300 milliards d'euros, 300 milliards d'euros, dont un tiers ne relève que du raccordement des énergies intermittentes. Nous préférons faire le choix de la science à celui du dogme. Et oui, peut-être que vous regrettez d'avoir fermé Fessenheim, monsieur Cazeneuve, mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que nous relancerons massivement le nucléaire, car le mix électrique qui fera la force de la France, il repose sur l'abondance, la décarbonation, grâce à l'hydraulique, grâce au nucléaire, certainement pas grâce aux énergies intermittentes, et il repose aussi sur la compétitivité par le rétablissement d'un prix français de l'électricité, parce que vous soufflez, monsieur Cazeneuve, mais par votre idéologie, vous imposez aux ménages français de payer une électricité 5 fois plus cher que ce qu'elle nous coûte à produire en France, et vous imposez à nos entreprises de payer une électricité 2,5 fois plus cher que ce qu'elle nous coûte en France. Merci, monsieur Mattei. Quant à ceux qui nous disent que rien n'est jamais possible, qu'il ne faut pas, qui contestent la présence d'hydrocarbures dans notre pays, je leur réponds, vous mentez. Oui, vous mentez car on ne trouve pas ce qu'on s'interdit de chercher. Vous mentez car en métropole, nous exploitons actuellement 63 concessions, essentiellement dans les bassins parisiens, aquitains et alsaciens, mais la loi Hulot interdit de nouvelles prospections. Vous mentez car à Mayotte et aux îles Éparses, la France contrôle près de la moitié du canal du Mozambique. Canal où l'on estime que les réserves de gaz équivalent celles de la mer du Nord ou du Golfe Persique. Total Energy y investit d'ailleurs près de 18 milliards d'euros, mais côté mozambicain et non côté français, puisque c'est interdit. Vous mentez enfin car, en Guyane, seuls 9 forages d'exploration ont été réalisés sur 50 ans, dont un fructueux. Ce puits représenterait à lui seul presque une année de consommation nationale de pétrole. Mais par idéologie, monsieur le ministre et la gauche, vous refusez de poursuivre les recherches. Là, on parle de vies humaines. Vous ne pouvez pas ériger la question de l'écologie en totem et laisser les vies humaines être basculées comme ça dans le néant. Ça ne tient pas la route, ça. Donc, pour ne pas être plus long, dans tous les cas de figure, quel que soit le vote qui aura lieu là, que les amendements de suppression passent ou pas, je vous dis une chose, il y aura un lendemain de ce vote d'aujourd'hui. Et vous risquez, au moment où je vous parle, d'allumer quelque chose en Guyane que vous ne serez en aucune mesure de maîtriser. Je vous dis, faites très attention. Ce ne sont pas des menaces, monsieur. Ce ne sont pas des menaces. Parce que quand vous avez plus de 50 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles, quand vous avez des jeunes filles de 12 ans qui se prostituent pour manger et boire, ce n'est pas des menaces, c'est une réalité humaine. Et quand le collègue d'Eviriman a parlé tout à l'heure, ce n'était pas une menace. Vous allez créer des troubles à l'ordre public. Parce qu'au moment où la démocratie représentative s'est exprimée, que vous avez eu l'ensemble de la classe politique guyanaise, l'ensemble des socioprofessionnels,
vous exprimez une demande et que vous la rejetez de cette façon, eh bien, en fait, vous donnez une autre trajectoire, en fait, à la prise de parole et aux formes d'expression. N'oubliez jamais cela. Et en tous les cas, moi, en tant que député de la Guyane, je vous le dis ici solennellement, parce que ça a été tout mon parcours politique. J'appelle les Guyanais à la désobéissance civile ici. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire en tant que député, mais on ne peut plus croire aucun gouvernement, parce que chaque fois, ça a été des promesses. Et pendant que je vous parle, n'oubliez jamais, je vous l'ai dit en commission, il y a des jeunes Guyanais, des adultes, des personnes âgées qui meurent. Et ça, c'est de votre responsabilité. Les Guyanais n'ont pas, et les habitants de l'outre-mer n'ont pas à protéger la nature ou la terre plus que vous. Monsieur le ministre. Donc, ils viendraient moins en France et mécaniquement, il y aurait moins de ressources pour tous les étudiants. En plus, votre amendement dit que donner des bourses aux étudiants étrangers entraînerait une baisse pour les étudiants français. Mais excusez-moi, mais le seuil des bourses ne se partage pas en fonction du nombre d'étudiants. Sinon, chaque rentrée scolaire et en fonction des gens qui arrêteraient leurs études ou qui recommenceraient leurs études, eh ben, on se limiterait en termes de bourses. C'est n'importe quoi. C'est une bêtise sans nom économiquement et intellectuellement. D'autant plus une bêtise, et vous auriez pu rectifier votre amendement entre la commission et la séance, mais je vais vous le redire, les étudiants étrangers n'ont déjà pas accès au système de bourse sur critères sociaux. Donc vous faites la double démonstration de votre bêtise humaine et politique, mais surtout de votre racisme crasse. Je vous remercie. La parole est à Madame Parmentier. Gardez vos insultes pour vous, déjà, premièrement. Deuxièmement, vous confirmez, Madame la rapporteure, que 60% de l'aide d'urgence est attribuée aux étrangers, aux étudiants étrangers. Écoutez, vous confirmez vraiment la nécessité et l'utilité de notre amendement. Merci, Madame la députée. Je vais mettre... Ces ruines d'un temps que l'on croyait révolu, elles portent deux noms, Cuba et le Parti communiste français. Ne nous y trompons pas, si ce texte parle de Cuba, il parle d'abord de vous. Il est l'aveu de ce que serait la France si vous la dirigiez. Cuba aux Cubains, nous dites-vous en substance. Soit, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous répétez que le blocus violerait la souveraineté nationale de Cuba. Étrange de la part d'héritiers d'un parti hier inféodé à Moscou, et vous avez osé invoquer le général de Gaulle, alors que vous preniez vos consignes à l'étranger. Étrange, surtout de la part de ceux qui, aujourd'hui, refusent obstinément aux Français le droit d'être maîtres chez eux. La souveraineté nationale, le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à préserver son identité, pour Cuba, vous en faites un principe sacré. Pour la France, vous le traitez comme une obsession nauséabonde. Le droit des peuples chez vous ne vaut jamais pour le peuple français. Et puis, il y a ce qui n'est pas dit, cher... Bandon. Madame la ministre, la France n'est pas le vassal des États-Unis, même si votre gouvernement a choisi la soumission. Dans moins d'un an, Jean-Luc Mélenchon sera président de la République. Demain, la France sera à nouveau non alignée. Elle ne signera pas, sur ordre de Trump, l'augmentation de la contribution militaire française à l'Alliance transatlantique. Demain, la France quittera enfin l'OTAN, à commencer par son commandement intégré. Demain, avec Jean-Luc Mélenchon, elle formera le front du refus face à tous ceux qui menacent la paix. Elle portera la voix d'une internationale antifasciste au service d'une diplomatie altermondialiste. Je termine avec les mots de la poétesse cubaine Nancy Morejon. Mais notre soutien n'est pas un chèque en blanc. Nous le disons clairement, la solidarité nationale doit rester nationale. Elle doit être juste, lisible, réciproque. Elle doit d'abord protéger ceux qui ont contribué à l'effort collectif, ceux qui ont travaillé en France, ceux qui ont bâti leur vie ici, ceux qui ont participé par leurs cotisations, par leurs impôts, à la vie de notre pays. C'est le sens de la ligne défendue par notre groupe. C'est le sens de l'amendement porté par mes collègues du Rassemblement national visant à réserver cette protection bénéficiaire de nationalité française aux justifiants d'une activité professionnelle exercée pendant au moins 5 années équivalent temps plein sur le territoire français.
Il ne s'agit pas de retirer la dignité à quiconque, il s'agit de rappeler un principe élémentaire. La solidarité nationale n'est pas une abstraction sans frontières, sans contribution et sans priorité. Elle repose sur un pacte. Ce pacte oblige la nation envers ses anciens, mais il suppose aussi un lien réel avec la nation. Ce texte est donc utile. Il doit être adopté. Mes chers collègues, ce débat est révélateur. Il montre qui défend vraiment les retraités modestes. Pour notre part, nous assumons une position claire. Oui à la suppression de la récupération sur succession, oui à la dignité de nos aînés les plus fragiles, oui à la protection du logement familial, oui à la... Alors, bien évidemment, en plus de cela, on peut se poser quand même la question du coût pour les finances publiques. Entre 3 et 6 milliards d'euros, selon les évaluations. Entre 3 et 6 milliards d'euros, selon les évaluations qui sont posées. Ajoutons à cela les pertes annuelles du groupe de l'ordre de 300 millions d'euros. Celles et ceux qui veulent adresser un message à M. Mittal lui font en réalité un très beau cadeau avec un très beau chèque. Et M. Mittal sera sans doute ravi de toucher de la part de l'État français un chèque entre 3 milliards et 6 milliards et de lui ôter les pertes qu'il assume aujourd'hui. On a vu aussi comment la nationalisation avait bien fonctionné ailleurs en Europe. On a vu au Royaume-Uni, British Steel, qui coûte aujourd'hui 1,2 million de livres de pertes par jour aux contribuables britanniques. On voit en Italie, où il n'y a toujours pas de trajectoire de redressement crédible et à ce jour, le gouvernement Meloni n'arrive pas à trouver de repreneur, alors qu'il a dépensé plus de 200 millions d'euros en 2025. Dans les deux cas, l'intervention publique a eu un coût massif pour les finances publiques, sans efficacité durable sur les sites. Nous avons déjà connu cela, notamment à Florange. Florange, symbole de la trahison de la classe ouvrière par la gauche. Florange, où les promesses faites aux salariés par un candidat socialiste n'ont pas été tenues. Vous le connaissez peut-être, c'est le député François Hollande, qui siège aujourd'hui tranquillement sur ses bancs. Il ne vient même pas. Les lieux communs en faveur ou contre les nationalisations n'ont aucun intérêt. Les macronistes et LR critiquent par principe la nationalisation d'un actif industriel stratégique pour 2 à 3 milliards d'euros, alors qu'ils ont forcé la nationalisation d'EDF pour 10 milliards d'euros sans aucune raison objective, comme l'a démontré la Cour des comptes. La nationalisation est un outil utile, mais dans le cas présent, elle poserait des contraintes financières importantes. Patients, qu'ils ont voté à l'unisson. Voilà la bien-pensance à l'œuvre. Et ce qui rend ce vote proprement scandaleux, c'est que ce texte ne décide pas d'ouvrir des plateformes pétrolières demain matin. Cette proposition de loi rouvre seulement la possibilité juridique d'explorer, d'évaluer, bref, de savoir. Et cette possibilité n'a rien d'irréversible ni d'automatique. Elle répondra à des procédures de contrôle. Mais visiblement, même le droit de savoir est de trop. Dans les années 70, on disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». En 2026, on peut dire, en France, on a peut-être du pétrole, mais la gauche et la Macronie nous empêchent d'avoir des idées. Pendant ce temps, le Brésil exploite, le Suriname exploite, le Guyana exploite, et nous importons 90% de nos hydrocarbures. Notre facture énergétique a dépassé 57 milliards d'euros. Nous faisons traverser des milliers de kilomètres à des pétroliers pour alimenter nos territoires ultramarins. Au nom d'une vertu écologique, dont l'effet concret sur le climat est strictement nul. Nul comme le bilan des macronistes. C'est une imposture, ou plutôt c'est une imposture. Voyons le Guyana voisin. Hier, parmi les plus pauvres du monde, il a signé les meilleures croissances de la planète, plus de 43% en 2020, plus de 62% en 2022, et investit cette manne dans des ponts, des routes, des hôpitaux. Or, l'État interdit aujourd'hui à la Guyane la possibilité d'explorer sans offrir la moindre perspective de substitution crédible. Et cette aspiration, les territoires l'expriment eux-mêmes. Il suffit de regarder qui porte ce texte, Georges Patient, sénateur de la Guyane, et Jean-Victor Castor, député de la Guyane, qui en est le rapporteur. Son examen intervient aujourd'hui dans le cadre de la journée réservée au groupe de la gauche démocrate et républicaine, des élus guyanais unis par-delà leur famille politique, au point que les députés guyanais de gauche ont acté publiquement leur rupture avec la gauche hexagonale sur ce sujet.
Mesurons-le sur place, par-delà les étiquettes. La levée de l'interdiction fait consensus. Notre premier devoir est d'entendre cette voix. Le groupe Horizon et Indépendants est en effet profondément attaché à l'écoute des territoires. Permettez-moi également de souligner le bal des hypocrites. Hypocrisie d'abord de la gauche et du centre qui prétendent défendre l'intérêt national et nos territoires ultramarins, mais en ayant tenté de faire sauter cette loi, et bien finalement vous avez souhaité condamner notre pays aux dépendances, condamner nos compatriotes ultramarins à l'appauvrissement. Vous prétendez aussi défendre l'écologie, mais la moitié de l'impact carbone de la France est liée à nos importations. Autrement dit, pour réduire nos émissions carbone, eh bien, produisons sur notre sol avec les ressources que nous avons, plutôt qu'importer, d'autant plus venant de pays qui n'en ont rien à faire des contraintes environnementales. Je rappelle tout de même qu'on importe l'essentiel de nos hydrocarbures des États-Unis, du Nigeria, du Kazakhstan, de l'Algérie, de la Russie. Non, vous préférez dépendre de ces pays qui méprisent les intérêts écologiques en grande partie, plutôt que produire nous-mêmes avec des normes vertueuses. Permettez-moi aussi de souligner l'hypocrisie des députés Horizon. Je salue au mieux votre prise de conscience, au pire votre cynisme électoral. Car aujourd'hui, vous soutenez cette loi, mais qui a interdit en 2017 l'exploitation des hydrocarbures sur le sol national? Le gouvernement d'Édouard Philippe, que vous soutenez. Que de temps perdu depuis, alors même que l'ensemble de nos voisins sont en train de relancer les exploitations et l'exploration. Je suis fier qu'en 2017, les 8 députés RN aient voté contre cette loi et aient souhaité, en amendement de repli, retirer les territoires d'outre-mer de cette loi. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux amendements?